Euh, alors, peut-être pour faire le lien, parce qu'il est possible que certains d'entre vous n'aient pas été là la semaine dernière, c'est possible, hein. Euh, Valérie Haas, je travaille donc au laboratoire GREPS à Lyon 2, qui est le groupe de recherche en psychologie sociale. Et je m'intéresse plus spécifiquement, au-delà de fonctions universitaires classiques, notamment en tant que responsable de la licence de psychologie à Lyon 2. Et sinon, en parallèle de ça, donc mes travaux de recherche portent plus particulièrement sur tout ce qui touche à la mémoire et à l'oubli, mais dans le sens du collectif, donc des groupes en particulier. La semaine passée, donc, j'ai essayé d'introduire, d'évoquer la question de la mémoire collective et d'aborder aussi tout ce qui pouvait être de l'ordre de la transmission, c'est-à-dire les différents types de transmission qui pouvaient exister aussi pour la construction de ces souvenirs du groupe, en abordant tout ce qui était de l'ordre de la mémoire autobiographique, mais aussi de la transmission institutionnelle. On a vu combien ça pouvait avoir aussi du poids dans la construction des souvenirs, et combien il y avait aussi où on pouvait noter des mécanismes, plutôt de l'ordre de mécanismes d'influence, si on peut dire, sur la manière dont les groupes ensuite se réappropriaient un savoir ou une connaissance du passé, hein, tous les effets que ça pouvait avoir. Je ne suis pas très confiante parce que ça ne bouge pas beaucoup pour l'instant. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, en fait, j'ai prévu donc, de vous parler de ce qu'on pourrait appeler une étude de cas. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, donc ça commence à dater un petit peu, autour de 2000 en fait, donc une quinzaine d'années, j'ai soutenu donc ma thèse qui avait été dirigée à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris sur la ville de Vichy et en particulier la manière dont cette ville, enfin qu'est-ce que cette ville faisait de son histoire globalement, c'est-à-dire comment dans le présent on pouvait aller étudier du point de vue psychosocial la gestion de ce passé par les habitants et les institutions en place. Cette ville, si je parle d'une étude de cas, c'est que l'histoire de cette ville, vous la connaissez, je pense que ce ne sera pas la peine que je revienne longtemps sur, l'histoire en tout cas, celle qui renvoie à la Seconde Guerre mondiale, je reviendrai plus spécifiquement sur ce qu'a été son histoire au niveau local. C'est une ville qui s'est fait connaître notamment parce qu'elle a donné son nom à une période les plus noires ou les plus troubles, j'aurais tendance à ajouter aussi les plus honteuses de l'histoire de France. Et de ce fait-là, il semblait intéressant de voir quels pouvaient être les mécanismes psychosociaux, c'est-à-dire ce qui se passait à la fois du point de vue du groupe et des habitants en tant que tels, et comment tout ceci était ou non approprié ou réapproprié par la ville en elle-même, dont on a vu la semaine dernière aussi que ça pouvait avoir des effets ou des influences sur les habitants et sur l'appropriation qu'ils allaient pouvoir en faire. Mais alors pour aborder cette question de Vichy, du coup, il y a un autre pan que je n'ai pas abordé la semaine dernière, et c'était ce sur lequel je voulais démarrer en fait mon intervention aujourd'hui. C'était un aspect de la mémoire, ou je dirais la face un peu cachée de la mémoire, qui est la question de l'oubli collectif. Hein, on est resté plus la semaine dernière sur la mémoire, c'est-à-dire tout ce qui était de l'ordre du plein, on pourrait dire, du contenu en fait de ce qui pouvait être mémoré. Mais quand on s'intéresse à ces questions-là, il me semble qu'il faut aussi porter notre intérêt vers ce vide ou ce creux dont on a vu quand même la semaine dernière que ce n'était pas quelque chose qui était vide dans le sens du contenu, mais que parfois les groupes aussi pouvaient mettre de côté, mettre à l'écart, oblitérer, scotomiser, on pourrait dire aussi, quelque chose de leur histoire. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit des traces du point de vue du collectif qui est totalement disparu,
Mais par contre, ce sont des choses qui vont parfois rester dans l'ombre du point de vue du groupe. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir quelle est cette gestion en fait par le groupe de parties de son histoire parfois plus difficile ou plus douloureuse. Je ne vois pas de changement particulier. Ça fonctionnait très bien. Hein. Ouais, peut-être que... ouais. Et moi, du coup, il va falloir que je le redémarre aussi. Parce que je peux allumer le Mac après qui est... C'est comme s'il y avait eu un effet du micro. Hein. Ça a été vraiment après le... Ouais. Alors, peut-être ce sur lequel on peut... Il n'y a plus de micro. Je vais essayer de crier. Peut-être ce sur lequel on peut commencer à s'interroger ensemble, puisque c'est ce sur lequel je voulais démarrer un petit peu là, comme introduction, c'était qu'est-ce que c'est pour vous que justement l'oubli, ou qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette notion-là Alors, on a tous, il me semble, des techniques qui nous permettent de ne pas oublier, ou en tout cas on essaye d'en avoir. On est tous plus ou moins les spécialistes du post-it, du tableau sur lequel on écrit les choses qu'on veut garder en mémoire ou ne pas oublier de faire, etc. Ouais, ça va revenir. Non, je ne l'ai pas allumé encore. C'est quand je vais l'allumer qu'on va voir. Bon, ça fait partie du direct, hein, c'est comme ça. Hein. Ah, nettoyage du filtre à air. Hein. Normalement, ça va partir, ça, en fait. Non. Ça peut marcher, ça. Si jamais cela ne marche pas, je crois qu'il y a des micros aussi. Parce que par contre, il faut que on va voir. Ça a l'air d'être bon signe, mais c'est mon ordinateur qui du coup. Je pense que c'est bon signe. Par contre, pour le micro, un peu moins. Si le micro marche. Ouais, mais alors le mien. Ah oui, c'est bon. Juste que je lance la présentation et voilà. 1, 2, 2. Voilà, donc on a tous des techniques pour essayer de ne pas oublier. Et là, on va pas revenir là-dessus. Hein, il y a aussi si on peut dire du point de vue cognitif, ce qui n'est pas mon domaine, mais on sait que plus on avance en âge, moins on se souvient. Voilà. Voilà. Plus on avance en âge, moins on se souvient. Voilà, mais ça, c'est pas des domaines qu'on va aborder spécialement ou spécifiquement aujourd'hui.
Mais cette question de l'oubli, elle est assez intrigante et elle va intriguer aussi bien la littérature, l'aspect un peu fascinant parfois aussi de l'oubli. J'évoquerai ces techniques-là tout à l'heure, ou ces ouvrages-là. Il y a un très beau texte d'Umberto Eco, je vais vous lire, qui écrit, justement, il essaie de réfléchir à un art pour oublier, comment on pourrait faire pour oublier. Il écrit, on pourrait imaginer une chambre remplie de symboles, de souvenirs à oublier et se représenter en train de les jeter par la fenêtre. Mais l'expérience prouve que l'on n'a fait que renforcer les souvenirs que l'on voulait tuer. Ceux qui savent ce qu'ils veulent oublier, un amour malheureux, la mort d'une personne aimée, une humiliation brûlante, savent aussi que plus on se force à effacer un souvenir, plus l'image à effacer se place au centre de la conscience. Plus parfois on cherche en fait à oublier quelque chose, plus finalement ce souvenir-là revient de manière fixe et un peu parfois même de l'ordre de la rumination. Donc on ne sait pas comment faire pour oublier volontairement. On ne peut pas. Et donc du point de vue du collectif, on s'intéressera à ça tout à l'heure, on va plutôt être dans des mécanismes ou des processus qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'inconscient, qui sont plutôt, j'allais dire parfois, comme on l'a vu la semaine passée, davantage politiques, peut-être idéologiques, avec des enjeux institutionnels parfois importants. Mais on va observer un certain nombre de mécanismes, justement, qui ne vont pas être de l'oubli, de l'effacement total de la trace, mais une mise à l'écart ou une mise de côté pendant certaines époques ou pendant certains temps. Alors, du point de vue de la littérature des sciences sociales, on a assez peu de choses sur l'oubli en tant que tel. Il y a une littérature extrêmement foisonnante à l'heure actuelle sur la mémoire collective. Depuis, je dirais, une vingtaine d'années, vous allez avoir tout un tas de travaux, tout un tas de réflexions qui touchent aux questions de la mémoire collective, de la mémoire sociale, etc. Par contre, on s'intéresse encore assez peu à la question de l'oubli, et notamment de l'oubli collectif. Alors, il y a deux ouvrages qui traitent de ces aspects-là. Il y a un ouvrage de Paul Ricoeur. Alors, ces ouvrages-là, ils sont disponibles aussi en haut de la salle. Vous pouvez aussi les emprunter. J'essaierai d'en citer quelques-uns aussi, ceux sur lesquels je me suis basée pour faire ma présentation. Il y a un ouvrage de Paul Ricoeur, qui est un ouvrage déjà assez, je dirais, un peu lourd à lire. C'est un ouvrage d'environ 300-400 pages, mais qui est bien dense au niveau du contenu, mais qui fait un peu le point sur la question de l'oubli collectif. Alors là, on est dans une approche plutôt philosophique, historique, philosophique de la mémoire et de l'oubli collectif. Et puis, il y a un très bel ouvrage, qui est un ouvrage de Weinreich, qui date de 1997, qui s'appelle L'été, donc Art et critique de l'oubli, et qui est plutôt un ouvrage vraiment de bon niveau, mais qui traite de la question de l'oubli, notamment à travers la littérature en fonction des époques. Et c'est un ouvrage extrêmement intéressant pour voir aussi comment la société, à travers ses œuvres littéraires notamment, a pensé la question de l'oubli. Donc vraiment, c'est un ouvrage que je vous conseille de lire. Alors, si on traite de l'oubli à l'échelle individuelle, ce sur lequel on ne s'attardera pas ce soir, on peut penser à plusieurs manières de s'intéresser à l'oubli individuel. Vous avez, pour venir de la psychologie en tous les cas, tout ce qui va être du domaine de la psychanalyse, où on va davantage être du côté du refoulement, plutôt que du terme de l'oubli en tant que tel. Et il y a une belle citation de Julia Kristeva qui dit que l'oubli est une protection contre l'intolérable. En gros, l'être humain du côté de la psychanalyse met à l'écart un certain nombre de choses pour pouvoir continuer à vivre. Si je résume globalement la manière dont on peut penser les choses du point de vue un peu plus psychanalytique. Quand on regarde, par exemple, dans le dictionnaire de la psychanalyse, qui a été écrit donc, il y a un certain nombre d'années par Laplanche et Pontalis, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas l'oubli.
L'oubli n'existe pas dans les définitions qui sont proposées par ces psychanalystes, mais on trouve effectivement plusieurs pages autour de cette notion de refoulement. Du côté de la psychologie cognitive, donc du côté de nos collègues qui s'intéressent davantage au raisonnement, au raisonnement mémoriel notamment, on traite assez peu de l'oubli, sauf à essayer de voir dans quelles conditions ou dans quel contexte les gens oublient. C'est-à-dire, on va s'intéresser davantage à la mémorisation, et quand on parle de l'oubli du point de vue de la psychologie cognitive, on est davantage en train de regarder l'effet du contexte. Par exemple, si on met un individu dans une situation d'émotion particulière, est-ce qu'il se souvient mieux ou moins bien de certaines choses ? La temporalité, c'est-à-dire la durée en fait de conservation en mémoire d'un certain nombre de choses et à partir de quand on oublie, etc. Donc on pourrait dire que la psychologie cognitive, elle est plutôt tournée du côté de la mémoire que de l'oubli en particulier. Après, vous allez me dire que c'est très difficile de travailler sur l'oubli, puisque travailler sur l'oubli, c'est travailler sur quelque chose qui n'est plus. Donc, forcément, il y a quelques difficultés à mettre en évidence un oubli. Sauf que ça, on va pouvoir le mettre en évidence davantage du côté du collectif, puisqu'on a un certain nombre d'éléments historiques, par exemple, ou de faits historiques qui ont existé, et on peut voir comment, du point de vue du collectif, il va y avoir une prise en charge ou non, ou un relais ou une transmission de ces différents éléments. Alors, comme on est plutôt tourné, nous, du côté de la psychologie sociale, du coup, on s'intéresse beaucoup, nous, à ce qui est de l'ordre du sens commun, c'est-à-dire comment les gens, vous et moi, on envisage cette question de l'oubli et qu'est-ce qu'on met derrière, comment on se représente ce que c'est que l'oubli et comment on parle de l'oubli au quotidien. Alors j'allais demander à des étudiants l'année dernière de mettre sur un papier, du point de vue un peu, on pourrait dire un peu association de mots, en leur disant, mettez sur une feuille tous les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez au mot oubli. Et donc, on assiste à des images, des mots, des expressions qui leur font penser à l'oubli. Alors évidemment, on va trouver la mémoire en particulier comme pendant à l'oubli, mais on va avoir des choses, des verbes du type effacer, du type perdre, aussi des mots du type vieillesse, Alzheimer, etc., pathologie. Ce sont des étudiants en psycho, donc ils sont peut-être plus centrés aussi sur ces questions-là. Mais on a aussi des choses du type tête de linotte, trou noir, inconscient, amnésie, nuit, zappé, pathologie, désemparé, renouvelé, absence, silence, caverne, deuil, inattention, bout des lèvres, donc avoir un mot sur le bout des lèvres, étourdi, etc. Alors, ces représentations un peu imagées de ce que c'est que l'oubli, on va les trouver aussi, par exemple, dans le dictionnaire Larousse, où on va définir l'oubli comme une défaillance de la mémoire portant soit sur des connaissances ou aptitudes acquises, soit spécialement sur les souvenirs, l'action d'oublier. Et donc, on va avoir un certain nombre d'éléments qui font référence, je vais y revenir après, à l'absence, donc bien à ce creux, à cette idée de trou, comme le trou de mémoire, de l'oubli d'une date, d'un événement, etc., qui vont jusqu'à donc l'oubli pathologique avec la question de l'amnésie. Le fait de ne pas tenir compte de quelque chose qu'on doit faire, oublier ses devoirs, oublier ses promesses, l'abandon, le manquement, et puis tout ce qui va être de l'ordre de la distraction, l'étourderie, l'inattention, la négligence ou l'omission. Donc du point de vue du sens commun, on a des représentations ou des images de l'oubli qui vont se situer à la différence de la mémoire, qui est souvent représentée en fait comme un plein,
Souvent, on représente la mémoire, et ça, y compris dans la littérature, dans des poèmes, etc., on représente la mémoire un peu comme un réservoir, comme un grenier, comme quelque chose où des choses sont contenues à l'intérieur de plein. Alors que du côté de l'oubli, on va être vraiment du côté du puits, de quelque chose qui tombe dans l'oubli, du trou noir. On dit tomber dans les oubliettes, vous connaissez cette expression comme moi. Et on est aussi, et c'était là-dessus que je voulais insister, sur des représentations de l'oubli qui sont négatives. Donc, oublier dans le sens commun, c'est pas bien d'oublier. En fait, alors je passe sur ce que vous connaissez certainement, toutes les phases qu'il y a eu du point de vue sociétal, où on a parlé longtemps du devoir de mémoire, de l'impératif à se souvenir, etc. Ça, c'est dans un sens collectif. Et donc, oublier, c'est un risque pour l'individu, mais c'est aussi un risque pour le groupe, ne pas se souvenir des événements. On est vraiment dans une phase qu'on a appelée, certains historiens ont appelé une phase de commémorité aiguë, du tout mémoire, c'est Pierre Nora qui disait ça. Donc on est vraiment dans une phase où on nous demande de nous rappeler des événements du passé, et où l'oubli est toujours présenté plutôt sur son pendant un peu négatif, quoi. Donc ces représentations-là, elles vont dans les représentations, y compris des textes de la littérature, jusqu'aux cendres, à l'effacement pour toujours de la trace, qui font penser aussi au camp de la mort, etc. On a voulu exterminer, oublier, mettre à l'écart un certain nombre de groupes. Quand on va regarder du point de vue de certains artistes ou de certains peintres, on va aussi, alors moi je vous ai mis une photo de Enki Bilal, mais dans les bandes dessinées de Bilal aussi, il y a une représentation parfois de l'oubli sous la forme du gris. Bilal qui écrit, qui dit que pour représenter l'oubli, il se sert de cette couleur du gris et qu'il a parfois tendance à mélanger en fait sa peinture avec des cendres de cigarettes pour donner un effet plus particulier à la couleur de l'oubli. Donc c'est associé souvent à des représentations assez négatives du point de vue du collectif, et un aspect un peu inéluctable, quelque chose sur lequel on ne reviendrait pas en arrière. Alors, si on regarde justement certains passages à travers la littérature, on peut aussi se questionner sur ce qui pourrait être, et moi c'est ce qui m'a intéressé là depuis quelque temps, aussi certains bienfaits à l'oubli. Est-ce que l'oubli peut aussi avoir une vertu ou un bienfait, et est-ce que du point de vue du collectif, l'oubli pourrait aussi servir à quelque chose? Et alors, quand on passe par la littérature, notamment si on va regarder ou si on relit des passages de l'Odyssée, par exemple d'Homère, on va trouver des représentations de l'oubli qui peuvent être parfois des représentations assez apaisantes. Alors, par exemple, dans le chant 9, le fruit qui est offert aux hommes d'équipage d'Ulysse, outre son agréable saveur, possède la vertu de procurer l'oubli. Et c'est pourquoi les éclaireurs d'Ulysse, après en avoir mangé, ont oublié le but de leur voyage, le retour à Ithaque, ainsi que leur mission d'exploration de l'île. Cette idée d'apaisement, du fait que, par rapport à tout l'objectif qui était le leur, pendant un moment, ils ont mangé ces fruits et il y a eu une certaine vertu à cet oubli, une vertu apaisante. On retrouve aussi ces vertus de l'oubli quand Ulysse est confronté, rencontre Circé. Ça, c'est le chant 10 de l'Odyssée, où Circé va faire boire aux voyageurs donc une drogue de l'oubli, qui est présentée comme telle, qui est un mélange de vin, de farine et de miel, et qui va effacer chez eux le souvenir de la patrie, et qui va amener Ulysse à succomber au sortilège de l'amour et à en oublier pendant un certain temps, en tous les cas, Pénélope. Donc une représentation aussi d'un temps à part. On pourrait associer ça à certains paradis artificiels, en tous les cas, où l'oubli va avoir une vertu sur un certain nombre de personnes.
Donc dans le sens commun, on va avoir à la fois une représentation très grave, très négative, très dangereuse en fait de l'oubli. Je vous amène aussi à relire 1984 de George Orwell, on en a parlé un petit peu la semaine dernière il me semble, où effectivement Winston, qui travaille au commissariat des archives, est chargé de jeter, alors là aussi l'image des oubliettes, etc., les souvenirs du groupe pour les reconstruire en fait tous les matins, les réécrire pour que le groupe se souvienne de certains aspects et pas d'autres. Donc c'est une représentation très effrayante en fait de l'oubli à l'échelle du collectif. Et puis, on peut aussi imaginer que peut-être, du point de vue sociétal, parfois, alors l'oubli non pas dans un sens d'effacement total des traces, mais que l'oubli pourrait aider le groupe à avancer dans un sens d'une cohésion, dans un sens d'une mise en... Oui, d'une sorte d'apaisement de son histoire pour pouvoir se permettre d'avancer un peu vers le futur quand les histoires sont douloureuses ou difficiles. Alors, si on passe à ce cas dont je voulais vous parler, parce que justement cette espèce d'introduction un petit peu rapide sur les questions d'oubli va nous permettre de réfléchir à ce que c'est que l'oubli collectif aussi, ou comment il peut être mis en place. J'ai donc choisi de vous parler plus spécifiquement de cette ville de Vichy. Et bon, même si on l'a un peu évoqué tout à l'heure, donc du coup forcément, c'est pas forcément très spontané de votre part. Mais si on dit Vichy comme ça, on pense à quoi? Alors quand on a l'occasion de parler de Vichy un peu à droite à gauche, ce qui a été mon cas pendant quelques années après justement cette soutenance de thèse, ce qui peut venir, je dirais un petit peu ou spontanément à l'esprit, ça va être... les courses à Vichy, elles ne sont pas toujours très connues, mais il y a des gens qui les connaissent bien. Mais on parle souvent de Vichy. Alors, j'ai pas mis les carottes de Vichy, mais vous connaissez aussi. Vichy Célestin, l'eau de Vichy, etc. Les pastilles Vichy, bien sûr, ça vient aussi à l'esprit des gens. Mais quand on dit Vichy, en fonction des lieux aussi où on va interroger les gens ils vont plus ou moins associer, ils vont plus ou moins dire Vichy, ça me fait penser à collaboration, gouvernement, Pétain, etc. Donc c'est un terme, un mot qui va être aussi associé du point de vue général, dans le sens commun, à cette période de l'histoire. Donc on peut considérer que Vichy, c'est un terme qu'on va appeler un terme polysémique, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une période historique qui est ancrée dans la mémoire sociale, c'est ce qu'on va appeler un lieu de mémoire. Alors un lieu de mémoire pour Pierre Nora, c'est pas un lieu, je l'ai évoqué la semaine dernière dans le sens physique du terme, c'est dans une conscience collective, une conscience commune. Il parle des lieux de mémoire pour la conscience collective française et il dit que Vichy, c'est vraiment un lieu de mémoire. C'est-à-dire que ça va représenter quelque chose dans la conscience collective du point de vue national. Et puis Vichy, c'est aussi une ville, et c'est d'abord une ville. Et c'est une ville que les hasards de l'histoire donc, ont porté, on pourrait dire, sur les devants de la scène. Et donc, c'est un espace matériel, au sens plein du terme, qui est investi par la mémoire du groupe qui y réside, notamment par ses habitants. Alors, il me semble que la semaine dernière, il y a un monsieur qui a dit qu'il était d'Auvergne. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais je m'en souviens. Il y a peut-être parmi vous des gens même qui sont de Vichy, des horizons, du coin, ça peut arriver. Donc souvent c'est intéressant de pouvoir aussi échanger sur nos représentations communes de cette ville. Vous êtes peut-être déjà passé aussi par cette ville. C'est une ville qui mérite d'être vue dans tous les cas. Et si vous avez l'occasion un jour de passer, même pendant vos vacances, une demi-journée dans cette ville, je trouve que ça mérite vraiment de s'y rendre et d'aller s'y balader. Je ne suis pas vichysoise, je ne suis pas née à Vichy, je n'ai aucun lien particulier, j'en ai eu depuis ma thèse parce que j'ai construit des liens évidemment là-bas. J'aurai peut-être l'occasion de vous raconter pourquoi cette idée de sujet de thèse m'est venue, mais en tous les cas, j'ai débarqué à Vichy dans cette ville sans avoir aucun enjeu
je dirais, affectif, particulier par rapport à ce territoire-là pour mener ma thèse. Juste, je voulais vous donner quelques idées. Évidemment, c'est pas fait par une historienne, donc c'est très superficiel, mais quelques idées sur l'histoire de la ville. Parce que ces éléments-là, ils vont nous permettre de comprendre ce qui se passe maintenant au présent. Donc, Vichy, c'est une ville qui va rayonner essentiellement par le thermalisme, qui constitue donc sa première richesse. Ce sont effectivement les thermes, et c'est une ville qui va faire venir beaucoup, au cours du 19e siècle notamment, de coloniaux qui viennent passer, c'est un peu le Deauville du centre de la France. Et sont des gens relativement aisés qui viennent à Vichy pour y faire des cures, mais surtout aussi pour jouer au casino. Il y a un grand casino à Vichy, et ces coloniaux-là, et ça a aussi ceci de particulier du point de vue de la construction architecturale et de l'esthétisme de la ville, que ces coloniaux viennent aussi, font construire des maisons dans un quartier particulier de Vichy, qui est donc à côté du centre même, là, à côté du quartier thermal, des maisons qui ressemblent aux maisons des colonies dans lesquelles ils habitent. Donc vous avez des maisons de différents types, d'assez belles maisons en l'occurrence, qui devaient avoir pas mal de moyens, qui représentent donc les pays dans lesquels ils ont vécu. Donc c'est une ville qui s'enrichit, si on peut dire aussi, de la présence de ces gens-là pendant plus d'un siècle. Vichy, on peut dire que c'est une ville, et ça va marquer cette ville-là, c'est une ville d'accueil. Donc c'est une ville qui accueille les curistes, donc c'est une ville qui se montre à voir. Et ça va compter aussi par rapport à l'apparence de la ville. Vous savez que les villes, elles se présentent. Quand vous circulez en voiture, vous voyez, je sais pas, Thiers, capitale de la coutellerie, Lyon, capitale de la gastronomie, je sais pas quoi, l'île d'Abo, je sais pas ce qu'on peut dire. Bon, vous me direz tout à l'heure. Je vois qu'il y a des gens qui s'interrogent. Mais en tout cas, on essaye, et de plus en plus, on travaille beaucoup, il y a des gens qui travaillent beaucoup maintenant, même sur le tourisme de la mémoire, l'identité des villes, qui s'interrogent sur l'identité de leur ville et comment on peut faire venir davantage de touristes, etc. Alors vous allez me dire à Vichy que c'est compliqué de mettre un panneau au début de la ville, et que du coup il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on repérera plus tard. En tout cas, c'est une ville d'accueil, donc c'est une ville qui se montre à voir, c'est une ville qui va accueillir aussi la marquise de Sévigné, dont les Vichysois ou de certains écrits témoignent, qui vient donc au XVIIe siècle, qui vient prendre les eaux à Vichy et qui va avoir un certain nombre d'échanges, notamment avec sa fille, sur les eaux qu'elle prend, et elle raconte, c'est assez savoureux, voilà, tout ce que ça fait de prendre les eaux à Vichy. Et puis, il y a un personnage qu'il faut qu'on garde en tête, parce qu'il va avoir de l'importance par rapport à ce que je vais avoir à vous dire après. C'est Napoléon III, qui va séjourner à Vichy, donc entre 1861 et 1866. Il va venir 3 fois à Vichy. Il va faire construire dans la ville des chalets, d'énormes maisons, comme un peu des hôtels particuliers, qui ressemblent à des gros chalets, un peu de montagne, qui sont sur les parcs de l'Allier. Et surtout, ce qu'il nous faut noter, et ça c'est le travail que j'ai pu faire, donc les liens de la psychosociale avec les travaux un peu historiques, ce que j'ai pu trouver, c'est que du coup, quand il arrive dans l'Allier, à cette période-là, il est conspué. Les gens de l'Allier, qui sont très républicains, refusent l'arrivée de Napoléon III. Les tableaux à son effigie sont lacérés. On refuse en fait son entrée dans Vichy. Et il y a un certain nombre de soulèvements dans la ville, qu'on peut dater, etc., qui donc s'opposent à l'arrivée de l'empereur Napoléon III dans la cité. Gardez ça en tête.
Bon, après, pour retracer rapidement l'histoire de Vichy, donc en 1940, Vichy va devenir donc capitale provisoire, mais capitale quand même du point de vue symbolique, ça aura du sens pour les Vichysois de l'État français. Donc les pleins pouvoirs sont donnés à Pétain en mai 1940. Alors, pourquoi ils sont venus s'installer à Vichy? Et ça, c'est important parce que souvent, on va avoir, là aussi, un peu dans les représentations communes, l'idée que si le gouvernement de Pétain est venu s'installer à Vichy, c'est sûrement que les Vichysois étaient tous des fachos ou des fascistes, ou je ne sais pas comment on peut dire, ce qui n'était absolument pas le cas. En disant pas plus qu'ailleurs en France, à d'autres endroits par rapport à cette ville-là. Ce qui a fait pencher la balance pour Vichy, et ça aussi on retrouve tout un tas d'éléments historiques à ce niveau-là, c'est que Vichy était extrêmement bien pourvu du coup en capacité hôtelière, puisque de par son accessibilité pour les curistes, la ville de Vichy, c'est vraiment une ville, c'est encore le cas, mais c'est beaucoup moins développé maintenant, on a plus de mal avec son thermalisme quand même actuellement, mais c'était vraiment une ville accordéon. C'était une ville qui pouvait accueillir 200 000 personnes en été et être beaucoup plus petite en hiver. Mais il y avait des tonnes, il y a encore des tonnes et des tonnes d'hôtels. Il y avait des maisons dans lesquelles on accueillait les curistes. Et donc tous les hôtels, en fait, étaient des hôtels de curistes en plein centre. Et l'essentiel du parc thermal a pu avaler, si on peut dire, l'arrivée en 1940 du gouvernement, des consulats et des ambassades qui se sont installés dans les différents hôtels de la ville, directement, je dirais, de manière assez simple. Par ailleurs, du fait justement de cette capacité hôtelière et de la venue de coloniaux, etc., Vichy avait pour l'époque un central téléphonique extrêmement moderne qui permettait aussi une adaptation de l'arrivée du gouvernement, etc., dans la ville très rapidement. Et il y avait une ligne de train Paris-Vichy, alors je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus, enfin qui allait de Paris à Vichy, qui permettait en fait là aussi la possibilité que les gens puissent se déplacer assez facilement. C'était beaucoup moins simple d'aller à Clermont-Ferrand, qui du coup aussi du point de vue politique, par contre, avait plus de mal à accueillir le gouvernement de Vichy. Donc ils se sont installés là et la population a vu arriver très rapidement en fait une espèce de capitale dans la ville. J'avais rencontré un certain nombre de gens qui travaillaient, des femmes de chambre qui travaillaient dans les hôtels, certaines qui sont encore vivantes, qui se souviennent de cette arrivée assez importante de tous ces gens des consulats et des ambassades. Par ailleurs, on peut trouver aussi dans un certain nombre d'ouvrages le fait que notamment Laval avait une maison dans la région, à Châteldon, et que dans le cadre d'un retour à la terre, il y a eu aussi cette espèce de volonté de s'installer à Vichy. Bon, poignée de main tristement célèbre, donc le 24 octobre 1940 à Montoire. Donc ça, c'est juste pour donner une image de ce que sera, et on va pas revenir là-dessus aujourd'hui, la collaboration française avec l'Allemagne hitlérienne. Voilà, et une photo donc du gouvernement à Vichy en 1940. On voit notamment Pétain et Laval à la droite. Et si j'ai entouré en rouge, vous voyez pas forcément très bien, enfin vous voyez pas l'ensemble en tous les cas de cette carte, de cette photo. Il y a écrit d'un côté Hôtel Majestic, de l'autre Hôtel du Parc. Ça va être donc le point central en fait où va œuvrer le gouvernement de Pétain. Vous les voyez donc installés sur ces marches-là. Alors l'Hôtel du Parc et l'Hôtel Majestic sont deux lieux qui communiquent, qui sont vraiment situés dans le parc des Sources, donc en plein centre de Vichy, et qui vont symboliquement aussi, il y a eu un film d'ailleurs qui s'appelle L'Hôtel du Parc, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais qui a été tourné comme figurant avec les habitants de Vichy, ce qui n'a pas été rien non plus pour eux. Donc
hôtel assez symbolique. Si j'ai choisi de vous présenter cette image-là, c'est que donc moi, à mon arrivée dans la ville, au moment du démarrage donc, de ma thèse, surprise, étonnement ou en tout cas intriguée par ce qui allait m'attendre pour mener à bien cette thèse, je me retrouve exactement devant cet hôtel du parc, donc Parc des Sources, et Parc des Sources où vous voyez les petites, alors elle est un peu floue ma photo, mais c'est exactement l'endroit où on voyait la photo précédente, hein, Pétain et Laval, et donc étonnement de voir que cet hôtel du parc a été quand même transformé en office du tourisme, ce qui, du point de vue symbolique aussi, est assez intéressant sur la manière dont la ville dit quelque chose d'elle-même. Bien sûr, on va y revenir. Hein, donc ce sont exactement les mêmes lieux, mais qui vont être réutilisés, réappropriés 50 ans plus tard, disons, d'une toute autre manière. Mais on sait que l'Office du tourisme ou le syndicat d'initiative sont quand même les représentants d'une ville pour l'extérieur. C'est là où les gens viennent pour chercher un certain nombre d'informations. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans le cadre de cette thèse-là, c'était le temps passe, mais les lieux, et notamment à Vichy, qui n'a absolument pas été démoli, hein, d'ailleurs, ça lui sera aussi reproché de ne pas avoir été démoli à la fin de la Seconde Guerre. Du coup, les lieux perdurent et on peut s'interroger sur ce que devient la mémoire, ou qu'est-ce que c'est que cette mémoire. On verra qu'il y a quand même une bonne part d'oubli, mais qu'est-ce que c'est que cette mémoire à l'échelle collective, c'est-à-dire dans le présent, comment les habitants gèrent cette histoire. Alors, ça a été l'objet, je dis ça très rapidement, de ma thèse de doctorat, et puis j'en parle aussi dans mon habilitation à diriger des recherches, donc ça, c'est pas trop la question ce soir, c'est juste que, si vous voulez relire un peu des éléments sur ces questions-là, j'avais écrit un chapitre pour un forum dont il y a l'ouvrage ici qui s'appelle « Devoir de mémoire, droit à l'oubli », un chapitre d'ouvrage dans lequel j'écris à propos justement de mon travail de thèse et donc de choses qui peut-être seront plus développées à l'écrit que ce que je pourrais vous transmettre ce soir, si vous voulez en lire davantage. Alors, cette recherche, donc, je la débute donc, au milieu des années 90, à un moment où on est vraiment dans un contexte très sensible, parce que démarre, donc à partir de 1993, le premier procès pour crime contre l'humanité. Et puis, c'est aussi à cette période que sort le livre de Pierre Péan, dont vous vous souvenez sûrement, Une jeunesse française, où François Mitterrand donc, est accusé d'avoir eu un passé pas forcément aussi clair que celui qui avait été énoncé jusqu'alors. D'ailleurs, Pierre Péan retrace aussi un certain nombre de passages de François Mitterrand à Vichy même. Et donc, on est dans une phase de ce que Nora donc appelle le trop-plein de mémoire, mais où les procès pour crimes contre l'humanité, les affaires, si on peut dire, autour des périodes sombres de la collaboration, etc., vont faire qu'on est dans un contexte de l'actualité extrêmement sensible par rapport à la période de Vichy en tant que telle. Et du coup, cette ville-là, au moment où j'y arrive, parce que moi, mon sujet de thèse, il était entamé, je pense, depuis 7-8 mois, avant vraiment que l'actualité se tourne sur cette ville-là en particulier, c'était une ville qui, depuis 1945, n'avait jamais fait état de rien. Hein, on trouve des discours aussi, où on dit que Vichy a voulu jeter le voile, etc. Donc, avait vraiment voulu oublier cette période de son passé. On verra que c'est pas aussi simple d'oublier, c'est un peu ce que je disais en introduction. Et que tout d'un coup, la ville va se retrouver dans une espèce de feu de l'actualité parce que perpétuellement, on parle de gouvernement de Vichy de Pétain à Vichy, de ce qui s'est passé à Vichy, etc. Et donc, les habitants vont se retrouver
du point de vue identitaire, là je parle, hein, dans une situation où leur ville, indirectement, mais va être mise un peu sous les feux de l'actualité. Je ne resterai pas très longtemps sur les procédures de recherche qu'on met en place. Ah. Non, c'est normal, c'était la diapo. Tout va bien, c'était le noir de la diapo. Je ne resterai pas très longtemps sur les procédures de recherche que j'ai mises en place à Vichy. Peut-être qu'on pourra en reparler pendant la discussion. Je pense que ce n'est pas forcément des choses qui peuvent vous passionner, mais en tous les cas, c'est important de voir qu'on utilise en psychologie sociale, un peu comme ce que vous pouvez imaginer ou ce que vous connaissez de la sociologie, des sciences sociales en général, différents types de recueils de données. En tous les cas, là, c'était vraiment ce qu'on appelle une recherche monographique, donc en utilisant à la fois, forcément, en faisant des recherches documentaires, on ne peut pas dire n'importe quoi sur la ville, ça a nécessité que j'aille aussi à la bibliothèque municipale de Vichy pour voir aussi ce qui s'y trouvait, mais que je m'intéresse aussi à la période de Vichy du point de vue historique, de faire des observations, parce que du coup, on ne travaille pas que sur du dire, on travaille aussi sur ce qu'on peut percevoir de la ville, du point de vue de son organisation, du point de vue de ce qui s'y passe, de ce qui s'y déroule. J'ai fait, je vous raconterai peut-être ça tout à l'heure, mais toutes les visites, par exemple les visites qui sont proposées aux touristes. Qu'est-ce qu'on raconte de la ville aux gens qui sont de passage? Alors j'ai fait le petit train de Vichy, les visites, il y a des côtés très, très sympas pour la thèse, les visites qui sont données aux touristes, qu'elles soient pédestres, etc. De regarder aussi tous les documents qui sont transmis par l'Office du tourisme, comment on présente la ville, quelles photos on met, enfin, etc. Donc un travail plutôt d'observation, que nous on va appeler plutôt de l'observation participante, si on peut dire. C'est aller jusqu'à rencontrer les gens qui s'occupent de Vichy et ses sources, des danses thermales de Vichy, savoir ce qu'ils y mettent, comment ils en parlent, enfin bon bref, tout un tas de choses de ce type-là. Des entretiens, donc d'abord des entretiens qu'on appelle exploratoires, où j'ai quand même d'abord commencé à rencontrer des habitants, pas beaucoup au départ, mais pour voir comment ils parlaient de leur ville, qu'est-ce qu'ils en racontent, qu'est-ce qui ressort, pour pouvoir construire ensuite un guide d'entretien beaucoup plus fourni. Et puis, du coup, j'ai utilisé donc, des entretiens semi-directifs avec, je vous raconterai peut-être ce qu'on appelle des cartes mentales, c'est-à-dire que je leur demandais de noter, je leur donnais des cartes de la ville et je leur demandais de noter, d'entourer un certain nombre d'éléments sur ces cartes-là. Par exemple, je pouvais leur dire, est-ce que sur la carte de Vichy, vous pouvez m'indiquer les endroits que vous aimez, les endroits que vous n'aimez pas, les endroits où vous avez l'habitude d'aller vous balader, les endroits que vous ne connaissez pas du tout, les endroits que vous préférez, ceux que vous n'aimez pas du tout, etc. Et avec ce système-là, qui est une méthodologie qu'on utilise notamment en sciences sociales, on peut aussi superposer les pratiques et les discours sur les représentations que les habitants ont d'un espace. Et souvent, ça donne des éléments extrêmement intéressants. Parce que, par exemple, on pouvait superposer ce qu'ils n'aimaient pas avec quels sont les lieux historiques pour vous dans votre ville. Pour voir ce qui se chevauche ou pas. Ou ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment. Souvent, on connaît plutôt ce qu'on aime, on ne va pas forcément dans les quartiers qui ne nous plaisent pas, etc. On peut aussi faire des associations avec des types de populations qui vivent dans la ville. C'est un outil assez intéressant, enfin moi qui m'a bien aidé. Et puis un questionnaire où il y avait des cartes mentales, mais il y avait tout un tas de questions aux habitants sur leur ville. Et puis, je vous raconterai un petit peu pourquoi, j'ai utilisé aussi des photos et je leur demandais de se prononcer, d'émettre un jugement sur des photos qui représentaient des lieux
dont j'estimais qu'ils étaient des lieux emblématiques de la ville. Donc des lieux avec une image plutôt positive, des lieux avec une image que je pensais un peu plus difficile pour eux, et puis des lieux considérés un peu comme neutres, pour voir comment justement sur ces différents lieux ils allaient pouvoir se prononcer. Alors, du point de vue des résultats, et puis je vais conserver un quart d'heure, 20 minutes pour vous présenter ces résultats, et puis ensuite on reviendra éventuellement ensemble pendant les échanges qu'on pourra avoir sur la somme de ces résultats. C'est un petit peu compliqué de tout présenter d'un coup ce soir comme ça. Disons, ce que j'ai pu mettre en évidence, c'était vraiment la mise en place de ce qu'on va appeler un oubli institutionnel. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement frappant à Vichy, ça va être la manière dont les institutions, notamment municipales, ont, depuis 1945, choisi de ne rien dire sur ce qui a pu être l'histoire de la ville. Alors, bien sûr que c'est pas simple de raconter quelque chose de l'histoire de cette ville-là, d'autant que la plupart des personnes, des décideurs de la ville, et qui ont raison, par ailleurs, disent « mais on n'y est pour rien, on n'a rien fait et donc on n'a pas de compte à rendre sur ce qui s'est passé dans notre ville ». Cependant, Vichy, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu qui fait venir beaucoup de touristes pour ce que Vichy a été aussi. Et de ce fait, ils sont quand même obligés à un moment donné, et ça va être vraiment très prégnant à partir des années 1990, d'avoir un discours sur l'histoire de leur ville. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que jeter le voile, mais à un moment donné, il y a des questions qui sont posées sur... on vient à l'office du tourisme justement en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir ? Est-ce qu'il y a un musée sur ce qui s'est passé avec le gouvernement Pétain ? Ou est-ce qu'on peut visiter là où était installée la Gestapo ? Ou est-ce que, etc. Les gens viennent. Est-ce que c'est bien ou pas de venir pour s'intéresser à ça ? Ça fait partie de l'histoire. Et donc, ils imaginent bien souvent qu'ils vont trouver des choses dans la ville. Alors, du point de vue des musées vichysois, c'est quand même intéressant de voir ce qu'un musée transmet non seulement à ses habitants mais aussi aux visiteurs. Donc évidemment, quand je suis allée au musée de Vichy, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de voir ce qui s'y trouvait par rapport à cette période de l'histoire. Rien. Donc n'allez pas à Vichy pour apprendre des choses sur cette partie-là de l'histoire de la ville. La seule chose que j'ai pu trouver, c'était donc des marques de l'État français, donc des pièces de monnaie qui étaient dans une vitrine, mais il n'y a aucun élément, aucune information, aucune présentation, rien. C'est un vide. Comme si cette période-là n'avait jamais existé. C'est assez frappant du point de vue, justement, de la... Il y a un musée à Vichy. C'est une ville actuellement qui fait 28 000 habitants. Vichy, c'est pas une grosse ville. Même si on peut s'imaginer... voilà. Comme Bourgoin. Bon, voilà, il faut vous imaginer à peu près la même taille de ville. Du point de vue de la politique municipale, alors là vous m'excuserez, je vais assez vite, mais normalement ça fait partie de procédures de recherche un peu plus longues. Je ne suis pas juste allée dans le musée pour écrire ça, mais un certain nombre de travaux là-dessus. Du point de vue de la politique municipale, il y a eu quelque chose d'assez intéressant. Alors vous allez me dire, là c'est peut-être quelque chose de très symbolique, mais parfois le symbolique donne du sens à ce qui se passe dans la réalité. Dans les années 90... Donc c'est Claude Malhuret, qui est le maire de Vichy. C'est la 3e fois qu'il est élu donc maire de Vichy. Là, il est encore maire de Vichy actuellement. Il a été ministre des Droits de l'Homme il y a quelques années. C'est pour ça que certains d'entre nous le connaissons aussi. Et donc, à partir des années 1990, il entreprend une rénovation de la ville. Et une rénovation qui consiste essentiellement à nettoyer, à réhabiliter un certain nombre de documents, jamais à les reconstruire. La ville est vraiment telle qu'elle était en 1945.
je parle du centre en particulier, hein, mais pendant 3 ans, j'avais collecté tous les bulletins municipaux et tous les gros titres sont consacrés à la relance et à la rénovation de la cité. Et c'est des choses que je vais trouver dans les entretiens avec les habitants. Comme ça tombe exactement au moment où en fait on commence à entendre parler de la période de Vichy, etc., il y a des discours des habitants qui disent « ça y est, on est à nouveau sali », comme s'il y avait quelque chose qui venait entacher à nouveau l'image de la ville, alors qu'à ce moment-là était entrepris justement un nettoyage, si on peut dire, de la cité. Alors, j'ai fait des ponts, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais avec des travaux, alors avec la ville de Dallas, donc qui n'a rien à voir aux États-Unis, hein, qui n'a rien à voir avec la ville de Vichy du point de vue de sa taille, mais d'autres psychologues sociaux ont montré que les villes qui avaient été parfois entachées de périodes historiques douloureuses, et c'est le cas de Dallas avec l'assassinat de Kennedy, qui ont porté en fait cette image, qui était pour rien non plus, hein, mais qui ont porté cette image de ville qui avait été le lieu de la cause de l'assassinat de Kennedy, qui avait eu tout un travail aussi de rénovation de l'image pour qu'elle apparaisse différemment aux yeux des habitants. Et il montre comment, sur plus de 20 ans, il y a eu toute une entreprise comme ça de rénovation de l'image de la cité, y compris du point de vue architectural et des constructions. Et puis à Vichy, donc il va se passer, il y a quelque chose qui va attirer mon attention pendant mes séjours sur le terrain. Donc j'allais très régulièrement à Vichy pour travailler cette thèse. Et il va y avoir une association qui va prendre beaucoup de place dans la ville, qui en a encore actuellement. C'est une association qui est l'association des Amis de Napoléon III. Il en existe 2 principales en France, de taille importante, une à Paris et une à Vichy. Et cette association réunit des amis de Napoléon III. Je vais vous dire autrement, pour les avoir rencontrés aussi. C'est assez particulier comme ambiance de réunion, mais ce sont des gens dans une volonté d'histoire, qui aiment à se retrouver pour parler de Napoléon III et organisent des colloques réguliers, etc. Ce qui va être assez fascinant, c'est que du coup, cette association-là, alors il y a pas mal de gens d'un certain âge à Vichy, hein, il y a des gens qui s'installent pour la retraite, etc. à Vichy, donc c'est une population qui est un petit peu plus âgée. Cette association-là va prendre une place importante et va venir en fait, donc à partir de 1995, je dirais à peu près, relayer quelque chose qui du coup va bien servir aussi le discours municipal. C'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 90, je vais voir des changements dans la ville. Par exemple, ils vont commencer à changer les plaques des noms de rues. Et donc, à partir de 1995, on va placer en dessous des noms de rues habituels des noms de rues qui correspondent à la période de Napoléon III. Hein, donc, c'est pas qu'on change la plaque, mais on met sous la plaque habituelle, donc on va avoir le boulevard de l'impératrice Eugénie en 1995, tout d'un coup, qui fleurit à Vichy, ou la rue impériale. Donc certaines rues sont renommées. Et puis, donc ça c'est aussi des éléments auxquels j'ai pu assister. Claude Malhuret, donc avec la municipalité, va organiser, en lien avec cette association, des commémorations dans les parcs de la ville autour de Napoléon III. Et ils vont faire poser un buste de l'empereur Napoléon III dans les parcs de l'Allier. Et donc cette association va en fait venir relayer un discours municipal qui va se mettre en place à partir de ces années-là.
je finis sur les différents outils que j'ai pu utiliser pour revenir justement à cet aspect particulier de Napoléon III. Donc j'ai fait un certain nombre de visites pédestres dans la ville, ce que je disais tout à l'heure, petit train, visite pédestre, etc. etc. Et donc je vois que 2 visites, d'ailleurs si vous y allez, vous aurez l'occasion d'assister à ça aussi, notamment 2 visites sont proposées aux touristes de passage. Si vous allez à l'office du tourisme, on va vous proposer 2 visites en particulier. Une première visite qui va être appelée Second Empire et Âge d'or de Vichy, donc avec un départ à l'office de tourisme les vendredis. Alors ça ne va plus être ça, j'ai la diapo qui est plus récente, qui date d'il y a quelques semaines, où on a appelé ça Napoléon III, Démiurge de Vichy, mais enfin c'est la même chose, en gros, on visite pareil. On va passer à tous les endroits qui ont touché Napoléon III, c'est-à-dire la Villa Strauss, les chalets impériaux, le parc Napoléon III, rebaptisé ainsi, la rue Alquier, l'église Saint-Louis, le grand casino. Donc en fait, on vous fait une visite. Alors ce sont uniquement des visites pédestres à Vichy, on ne rentre dans aucun bâtiment. Et donc le guide, dans le cadre de ce parcours pédestre, passe en face des bâtiments et vous présente ces différents lieux. Et puis vous avez une autre visite qui est intitulée donc Vichy, capitale de l'État français 1940-1944. Donc avec une période, comme vous le voyez, qui est délimitée dans le temps, et qui n'est pas associée à l'histoire de la ville, qui est donc présentée comme l'âge d'or, etc. On distingue bien ces 2 périodes, et donc cette visite-là, vous pouvez la faire les mercredis à 15h30 avec un guide qui vous fait passer devant les consulats, les ambassades. Il vous raconte que là il y avait Pétain, là il y avait l'ambassade des États-Unis, là il y avait un tel, etc. Alors, j'ai fait ces visites, et donc, ça c'est une partie de... c'est une représentation de la carte de Vichy. Donc au centre, en vert, vous avez le parc des Sources, qui est vraiment le centre de la ville. Sur le côté, le parc de l'Allier. Et donc en rouge, j'ai délimité le circuit pédestre par lequel passe le guide quand il vous fait faire la visite Vichy Patrimoine, les différents lieux par lesquels on circule. Et puis j'ai fait donc le même dessin pour représenter la visite que l'on fait quand on visite la Vichy 40-44. Et donc ce qui est tout à fait fascinant, et ce qui m'avait beaucoup intéressé, et là on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet de la reconstruction historique, c'est que du coup, en fonction de la visite que vous choisissez, le guide passe par les mêmes endroits, mais ne tient pas le même discours sur l'histoire de la ville. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la période napoléonienne, la période de Napoléon III, elle peut être totalement superposée sur celle de Pétain, et que le guide va faire visiter exactement le même quartier, les mêmes lieux, les mêmes espaces. Et selon la visite qu'on demande, en gros, on n'aura pas le même récit de l'histoire. Et ça me semblait extrêmement intéressant dans le cadre de cette thèse. C'était de voir comment on assiste en fait à Vichy à ce que je vais appeler un processus de reconstruction historique. C'est-à-dire que finalement, on va remplacer par les discours, mais pas uniquement par les discours, puisque ça se développe beaucoup. Maintenant, si vous allez à Vichy, Napoléon III, c'est la star de la ville. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, quand même, quand il est arrivé, les Vichysois, ils ne voulaient pas de lui, ils ont lacéré les tableaux, etc. Donc c'est tout à fait fascinant du point de vue de la mémoire collective, de voir comment, plus d'un siècle plus tard,
comment une histoire va être racontée, ça fait aussi penser à tous les travaux du récit chez Ricoeur, etc., comment on va raconter une autre histoire dans un même espace physique pour, d'une certaine manière aussi, essayer de s'en sortir avec une histoire extrêmement lourde et difficile. Comment, du coup, on va mettre un éclairage. Alors, c'est Maurice Alvax, dont vous avez aussi des ouvrages, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui parle de clair-obscur et qui dit que la société, de temps en temps, elle va éclairer différemment, le groupe, des parties de son histoire. Et j'ai fait référence encore à ce joli texte d'Umberto Eco, donc, ce que je citais déjà tout à l'heure, Un art d'oublier est-il concevable, qui dit que donc il n'existe pas d'artifice volontaire pour oublier, mais qu'il en existe pour se souvenir mal et qu'il suffit de multiplier les signes. Et que du coup, à force de superposer des éléments les uns sur les autres, finalement, ça permet d'oublier un peu ce qui est en dessous, quoi. Ça construit des traces successives qui font que finalement, la chose peut-être la plus sensible, on a envie de l'oublier, de l'apaiser, etc. Pour finir sur ces aspects-là, je peux vous en parler pendant des heures, donc on peut en discuter encore. Mais pour finir sur ces aspects-là, ce qui m'a intéressée, c'est du coup quel effet ça a sur les habitants. C'est-à-dire comment, du coup, du point de vue de la population, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir comment les habitants parlent de l'histoire de leur ville. Quand je suis arrivée dans Vichy, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai découvert ça au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup, de cette espèce d'effort d'oubli institutionnel, comment ils se servent de ça, ou comment ils s'approprient cette histoire, etc. Alors d'abord, première chose, il faut souligner que, et c'est pour ça notamment que j'ai mis en place un travail à partir de photos de lieux, les entretiens étaient extrêmement difficiles. Avec les habitants, alors avec la partie institutionnelle, j'en parle même pas. Évidemment, j'arrivais pas avec mes gros sabots en leur disant que ce qui m'intéressait, c'était qu'ils me parlent de la période de Pétain à Vichy, parce que j'avais quand même compris que c'était quand même assez sensible. Donc, j'abordais les choses, racontez-moi l'histoire de votre ville, son identité actuelle, comment vous pourriez m'en parler, etc. Mais très très vite, il se trouve que j'ai senti que, et ça se voyait dans les entretiens avec les habitants, il y avait un tabou. C'est-à-dire que les habitants, quelle que soit la génération de ces habitants-là, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, quand ils étaient originaires de la ville, il y avait une réticence à aborder cette période, comme quelque chose dont on ne doit pas parler, comme quelque chose qui ne doit pas être dit, qui ne doit pas être véhiculé. Par contre, il n'y avait aucun problème à parler de l'histoire de la ville et de son identité avec des gens qui venaient d'ouvrir un commerce à Vichy depuis 5 ans et qui n'avaient pas de mal à dire « bah oui, je sais, en 40, il y a Pétain qui est venu là, etc. » Donc, il y avait bien quelque chose du point de vue de l'identité. Alors, en psychosocial, on parle d'identité de lieu et on dit que les gens se construisent aussi par rapport à d'où ils viennent et ce qu'ils sont du point de vue spatial, que le lieu aussi nous constitue et qu'on porte aussi en nous ces différents lieux par lesquels on est passé au cours de nos vies. Et dans les échanges avec les habitants revenait très souvent aussi cette espèce de stigmate qu'ils portaient. Ce stigmate, alors ça fait penser aussi à des travaux d'Erving Goffman, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Stigmate, justement, qui est un bel ouvrage en sociologie. Mais c'était comme s'ils étaient marqués au fer rouge et que, par exemple, il y en avait qui racontaient moi je vais à une élection professionnelle, j'ai été élu président et puis on m'a félicité en me disant voilà, t'as été élu, ça redevient le gouvernement de Vichy. Ou que leur plaque d'immatriculation, ils étaient immatriculés 03 et que du coup, des fois on les klaxonne, les Vichysois, etc. Enfin, des choses du point de vue identitaire qui étaient très marquées à ce moment-là. Je rappelle qu'on est dans les années 90 et que du coup, tout ça, ça leur saute un peu au visage, quoi. Donc, de ce point de vue-là,
la mise en place d'outils de type photographie, etc., permettait qu'ils ne me demandent pas d'éteindre, par exemple, le magnétophone quand on parlait, parce que c'était le cas. Hein, c'était, je ne peux pas trop vous en parler, ou en tout cas, je préférerais vous en parler si vous éteigniez, etc. Comme s'il y avait un secret qui était porté, que personne ne porte à Vichy, mais c'est plutôt de l'ordre d'un silence autour de cette période qui n'a jamais vraiment été abordé ou parlé avec la ville ou dans la ville. Jamais rien n'a été fait autour de ça avec les habitants. Et puis, ce qui est assez frappant, c'est qu'effectivement, je ne fais pas le détail de tout le questionnaire, etc., que j'ai pu aborder, mais par exemple, à la question quelle est pour vous la plus belle période de l'histoire de votre ville, les habitants me répondaient avec un pourcentage énorme, la période de Napoléon III. Et donc, pour moi, c'est un effet direct de cette reconstruction, dire de gens qui n'ont pas forcément eu écho, connaissent cette histoire de leur ville, et qui entendent, sont dans un bain aussi, où effectivement il y a tout un tas maintenant de manifestations autour de ce personnage, et qui s'approprient en fait cette histoire-là comme faisant partie de l'identité de leur ville dans le présent, alors que si on regarde un petit peu plus en arrière, les choses sont un petit peu différentes. J'aurais des tas et des tas d'autres choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter là pour qu'on ait une petite demi-heure d'échange, en sachant qu'on doit nous arrêter à 21h20 ce soir. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Oui. Pourquoi travailler sur ce thème qu'est-ce qui a déclenché? Alors, ce qui a déclenché du point de vue psychanalytique, j'en suis toujours à me poser la question. Je pense que je sais aussi. Ce qui m'intéressait à titre personnel, en tous les cas, ou biographique par rapport à cette thématique-là. Et parallèlement à ça, j'étais à ce moment-là en fait dans une formation donc à l'école des hautes études où il y a aussi beaucoup de cours d'ailleurs très ouverts. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller par Paris ou de passer par là, à venir écouter des séminaires de l'école des hautes études. Il y a aussi l'école des hautes études à Marseille. Je ferme la parenthèse, mais c'était une formation assez riche. Et du coup, je travaillais donc avec une directrice de thèse qui s'intéressait à la fois aux aspects environnementaux et aussi à la mémoire. Et probablement parce que j'avais envie de continuer le travail avec elle, j'avais réfléchi à ce qui pouvait me permettre d'associer ces deux thématiques, parce que mon travail de thèse est aussi très centré autour des questions de l'environnement, de l'espace en fait, de ville, de l'espace urbain. Mais je m'étais dit, voilà, essayons de trouver un sujet qui traite ou qui touche des questions de l'urbain ou de la mémoire autour d'un passé difficile ou d'un passé honteux ou d'un passé douloureux. Et donc, je me souviens, voilà, c'est tout à fait anecdotique, que ma mère était passée par Vichy un jour. Elle était passée par Vichy en voiture, et je l'avais eue au téléphone. Elle m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ville où on va D'abord, c'est un peu lugubre, il y a tous ces curistes avec leurs petits gobelets, là. Enfin, c'est pas une ville très hyper animée. Et puis, il n'y a rien sur l'histoire de la ville, c'est dingue. Je me suis arrêtée pour savoir des choses, et voilà. Et là, je me suis dit, quel magnifique sujet de thèse. Donc, j'ai associé, en fait, des thématiques qui m'intéressaient du point de vue scientifique à une ville dont on peut dire qu'elle est quand même la seule dans ce cas-là en France. Après, il y a d'autres villes qui sont extrêmement intéressantes à étudier. Il y a eu des travaux sur Oradour-sur-Glane, sur Drancy, sur des villes emblématiques de cette partie de l'histoire. Mais des villes comme celle-là, il n'y en a pas. Oui ? Est-ce que vous avez interrogé des ados à l'époque? Est-ce que vous en avez interrogé de façon significative? Et est-ce que vous avez l'impression que
cette mémoire collective, chez eux, elle était déjà installée. Oui. Elle était déjà installée, alors j'ai pas mal travaillé, et notamment avec le lycée de Presles, qui est le lycée qui se trouve, donc c'est le lycée qui se trouve à QC, qui est à côté de Vichy, mais qui accueille donc le lycée public à côté de Vichy. Et c'est ça qui était assez fascinant. D'abord, moi j'avais, mais ça c'était peut-être l'imaginaire que j'avais par rapport à ça, je me disais, ben quand même, depuis petit d'ailleurs, pas que au lycée ou pas que adolescents, ils baignent dans une ville où il y a eu de l'histoire. Et donc, j'imaginais à tort que les enseignants leur faisaient profiter de cet espace-là pour s'approprier l'histoire du point de vue, j'allais dire, presque concret. Enfin, ça s'est passé là, il y a eu ci, il y a eu ça. Pas du tout. C'était pas du tout approprié de cette manière-là. Et ce qui était frappant, c'est qu'effectivement, il y avait la même appropriation que leurs parents ou grands-parents, la même difficulté. Alors, ils se connaissaient. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Donc ça, je ne veux pas du tout dire. C'était peut-être ça que j'aurais pu développer davantage après du point de vue des résultats. Parce que les photos, par exemple, les dessins, les cartes mentales où je leur demandais d'entourer, par exemple, l'histoire, etc. Ils savent parfaitement ce qui s'est passé. C'est pas qu'ils ont oublié, Ils savent très bien qu'il s'est passé ça dans leur ville, ils savent très bien que là, il y avait Pétain, que là, c'était l'hôtel du Portugal, c'était celui de la Gestapo. Certains racontent qu'on n'avait pas le droit de passer par là. Certains se souviennent que Pétain, tous les matins, faisait une balade dans le parc des Sources et venait caresser la joue des enfants dans le parc. Enfin, voilà, ils ont tout à fait... c'est là, mais ça ne peut pas être dit, ça ne peut pas être transmis, disons. Et ça participe, ou c'est, je pense, très en lien, ça c'est un point de vue, avec le voile jeté sur la ville. C'est-à-dire que on ne parle pas de ça. Ce qui n'est pas la même chose que les entreprises, la mise en place en fait du point. Donc ça c'est vraiment très municipal, très local. D'ailleurs, si vous connaissez des gens de l'Allier, ils vous diront que Vichy c'est à part. Pour eux, Vichy est une ville à part, y compris du point de vue, j'allais dire, politique. C'est une des seules villes, alors ça a changé un peu depuis quelques années, mais c'était jusqu'à quelques années la seule ville de droite dans un environnement de municipalité de gauche, une ville assez traditionnelle. C'est aussi là où M. Collard s'est présenté quand même il y a quelques années, il s'est présenté ailleurs. C'est aussi là où vit Robert Faurisson, un des thèses négationnistes. C'est aussi une ville qui, contre son gré, certainement aussi, mais accueille un certain nombre de personnages publics. Et du coup, qui marque aussi l'espace. Mais du point de vue de l'Allier, y compris du conseil régional, etc., par contre, il y a des volontés, ou il y avait il y a quelques années des volontés justement d'en parler davantage. Il y a eu, j'avais été invitée à l'Assemblée nationale c'était vraiment peu de temps après ma soutenance de thèse, où je ne me rappelle plus de son nom, une personne de la région donc avait proposé en fait un projet de loi pour interdire et condamner tous les gens qui allaient utiliser à mauvais escient le nom de vichiste, qui utilisaient le terme de vichysois pour parler des vichistes et réciproquement, disant que ça portait atteinte à l'identité des vichysois et que donc il y avait des choses à faire, y compris une loi à mettre en place, c'est pas passé. Mais pour dire que ça remue la ville de ce point de vue-là toujours, quoi. Et vous pensez que c'est toujours pareil? Là, maintenant, de nos jours. Alors, de nos jours... Les résultats seraient les mêmes, là, maintenant, de nos jours. Moi, je pense que oui. Il n'y a eu aucun, en tous les cas, pas à ma connaissance, il n'y a eu aucun travail. Alors, quand on parle de travail de mémoire, puisque maintenant on parle moins de devoir de mémoire que de travail de mémoire, il n'y a eu, à ma connaissance,
aucun travail de mémoire. Alors vous allez me dire, peut-être qu'ils ont raison, il n'y a pas besoin d'en parler, etc. Hein, voilà. Moi, j'ai eu le sentiment aussi, dans ces années-là, que ça avait un effet sur l'identité de la ville, qui du coup a besoin de se reconstruire aussi, parce que le thermalisme maintenant est moins en vogue. Ça se reconstruit avec des spas, des trucs comme ça. Bon. Mais enfin, ça ne peut pas venir non plus un grand nombre d'habitants. Et un grand nombre de touristes, et du coup il pourrait y avoir des choses peut-être intéressantes à faire du point de vue mémoriel, mais ça n'est pas, et pour le moment, ça ne fait pas partie de la politique actuelle de la ville. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez, lors de votre enquête, c'était surtout les gens qui étaient originaires de Vichy, qui avaient cette idée de voile mis. Je vous parlais d'ado tout à l'heure, et comment vous expliquiez que les professeurs du second degré qui parlent de cette période-là ne sont pas forcément originaires de la région, avec les mouvements, tout ça. Ils parlent de l'histoire comme le ferait un enseignant d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font leur travail de prof d'histoire classique. Peut-être un poète, est-ce qu'il lui aussi est ancré là-dedans? Ça englobe aussi carrément les institutions. Alors, je n'ai pas rencontré les enseignants d'histoire, etc. Donc, je ne peux pas vous dire quel est le point de vue des profs d'histoire de Vichy. Ce serait certainement un beau travail à faire, de voir comment ils pensent les choses. Moi, j'ai vu les jeunes, comment ils transmettent ça. Et j'avais l'impression qu'ils racontaient leur programme d'histoire par rapport à ces thématiques-là, comme on l'aurait fait un enfant ou un ado de l'île d'Abo ou de Lyon ou de Brest ou d'ailleurs. Il n'y avait pas, peut-être qu'on attend trop, il n'y avait pas en tout cas de volonté, il n'y avait pas eu d'inscription de cette histoire dans l'espace. Oui. Ah, j'ai dit oui, mais vous êtes deux à avoir ouvert votre micro, alors c'est à moi ou c'est comme vous voulez. J'ai le micro, alors j'en profite. C'est une observation et puis une question. Ne trouvez-vous pas paradoxal qu'une ville, c'est pas malchance, cumule le souvenir de Napoléon III qui a quand même conduit au désastre Tout à fait. de 1870. Il n'est pas plus... oui, ça je ne suis pas restée là-dessus, mais il n'est pas plus glorieux. Tout à fait, oui. On est d'accord. C'est pathétique de vouloir le magnifier avec un tel personnage, la ville de Vichy. Le deuxième personnage, effectivement, c'est Pétain, qui a accepté l'opprobre national en collaborant. Ma question, elle est anecdotique dans sa première partie. Est-ce que vous avez rencontré, parmi les gens que vous avez interrogés, notamment les dames de ménage, celles qui se souviennent que dans ces palais, dans ces hôtels où il n'y avait pas les hors de la République, il y avait des poules et des lapins dans les salles de bain. Oui, c'est ce qu'on raconte. C'est anecdotique, mais c'est très significatif. Ma seconde observation concerne justement cet opprobre qui pèse sur Vichy. C'est que l'opprobre a été, disons, lavé en organisant un procès national plutôt à Riom qu'à Vichy. C'est un axe de réflexion. Pourquoi Bordeaux n'a pas cette mémoire collective alors que le gouvernement s'est replié aussi. Et puis pour finir avec une anecdote, dans le florilège que vous ont fourni vos étudiants là, sur l'oubli, j'en ai un à vous soumettre. C'est celui d'Alphonse Allais, de Modigliani et autres célébrités parisiennes du début du siècle, qui appelait l'absinthe Notre-Dame de l'oubli. Oui. L'absinthe qui d'ailleurs n'est pas fabriquée à Pontarlier exclusivement, mais dans un village qui est juste derrière nous là. Ah d'accord. Oui. Pour faire de la publicité. Très bien, c'est enregistré.
Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous évoquez, et c'est surtout des apports, hein, donc je vous remercie. Et c'est des choses c'est aussi, je dirais, pour ça que j'aime, même si c'est vrai que je suis passée à d'autres thématiques aussi que celle de Vichy, mais ça reste, voilà, quelque chose d'un peu en lien avec tout ce que j'ai pu faire depuis, mais ça m'apporte toujours beaucoup justement de pouvoir échanger dans ces cadres-là, parce que ça me fait percevoir ce travail différemment, ou ça m'apporte des choses depuis, etc. Donc c'est toujours un plaisir. Oui, entièrement d'accord avec vous. Je pensais que ça, de toute façon, ça avait du sens aussi pour vous, que Napoléon III n'était pas un personnage du tout glorieux. C'est aussi intéressant de ce point de vue-là, et peut-être qu'il y aurait des choses intéressantes de voir maintenant comment on présente ce personnage dans la ville, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit de son histoire. Donc peut-être qu'il y aura des étudiants de Vichy qui parfois viennent faire leurs études à Lyon, qui pourraient travailler sur ces thématiques-là, de voir qu'est-ce qu'on raconte ou quel est le récit qu'on fait maintenant de ce personnage dans la ville. Je pense qu'il y aurait des choses à fouiller. C'est vrai que c'était assez fascinant cette association. Bon, voilà. Et aussi l'emprise de certaines associations sur le pouvoir politique aussi, en général, de certaines associations. Oui, les poules dans la salle de bain, en tous les cas, moi j'ai rencontré, alors c'est des gens qui... quelques-uns, j'avais rencontré des femmes, effectivement, qui travaillaient dans les hôtels, qui se sont retrouvées du jour au lendemain dans une situation complètement différente, à qui... ça a été vraiment, moi j'ai eu l'impression, ce qu'on me racontait, c'était quelque chose auquel il y avait fallu s'adapter tout de suite, quoi, hein, et auquel elles n'étaient pas spécialement préparées, et que du coup elles portaient un peu, c'est des gens que j'ai rencontrés dans des maisons de retraite notamment, puis qu'elles portaient un peu cette histoire-là, mais justement je me dis qu'il y aurait des belles choses à raconter, belles choses dans le sens de souvenirs autobiographiques en lien avec cette mémoire collective. Il y aurait des choses à faire avec ces gens-là. Je suis persuadée, parce qu'ils me l'ont dit aussi, il y a des objets, il y a des traces, il y a des choses qui restent. Donc sans faire un musée macabre ou malsain, à mon avis, il y aurait des choses à penser avec la population. Alors oui, comment chaque ville vit quelque chose de ces passages de l'histoire. Pourquoi Bordeaux? Alors Bordeaux a une histoire aussi particulière. Il y a des travaux aussi quand même, hein, sur la mémoire collective autour de Bordeaux, etc. Je pense que chaque ville, à sa manière, construit quelque chose de sa mémoire. Mais effectivement, a laissé moins de traces. Et puis je pense que vraiment le fait que je pense que ça a joué, le fait que le gouvernement ait donné son nom à la période, enfin, que la ville ait donné son nom à la période, a aussi, du coup, a joué sur la ville en tant que telle. On n'a pas parlé du gouvernement de Bordeaux, je ne sais quoi, c'est comme si les deux ne faisaient qu'un. C'est pour ça que je parlais en termes de polysémie du terme, c'est que les deux se mélangent. Et effectivement... vous trouverez aussi, alors c'est ce que j'évoquais par rapport à l'histoire de l'Assemblée nationale, mais vous trouverez aussi encore quelques historiens qui vont dire que les partisans du régime de Vichy étaient les vichysois, ce qui met les vichysois hors d'eux, parce que c'était les vichistes. Et voilà, donc ces espèces de confusions de termes qui ont du sens, en tout cas symbolique pour les habitants de la cité. Et non, très belle référence à l'absinthe, je ne la connaissais pas, donc un grand merci pour ce terme que je pourrais ajouter. Je connais l'absinthe, hein, mais pas... Oui. Est-ce qu'il faut que je ferme mon micro pour que ça... Non, ça commence. Non, d'accord. C'est juste parce que du coup on entend, comme on est enregistré, c'est pour qu'on entende, mais je vais la répéter sinon. Alors, je voulais insister sur, vous avez effleuré la ville de QC, donc, par l'intermédiaire du lycée qui s'y trouve,
Et pour moi, je pense que c'est quand même pas. Bien sûr, il y avait de l'hôtellerie, etc., disponible à Vichy. Mais c'est quand même pas un hasard que le gouvernement s'est retrouvé là. C'est peut-être pas uniquement cette considération-là, parce que socialement, c'est quand même très spécial, quoi. Vichy, c'est une ville bourgeoise depuis plus d'un siècle, etc. Et tout autour, au contraire, ce sont des villes ouvrières. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais de Clermont-Ferrand aussi tout à l'heure. Ils ne se sont pas décalés pour rien jusque-là. Voilà. Est-ce que je veux dire que c'est tombé sur elle de ses capacités aussi. Et ça a été très... C'est pas que les Vichysois qui disent ça. Hein. Et donc, le premier aspect, est-ce que, par exemple, des gens de QC ou d'autres rives ou de Belle-Rive ont la même appréhension d'évoquer ce passé, ou est-ce qu'ils parlent plus librement? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Et et le fait que la commune, donc la ville de Vichy, cherche à faire cet oubli, à repeindre les façades, à changer les choses, à s'attirer le souvenir de Napoléon III, etc. Est-ce que c'est pas aussi du fait de la nature politique de la ville? Parce que, est-ce que s'il y avait eu une autre source politique dans la ville, est-ce qu'on aurait appris les choses de ce point de vue-là? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas essayé de mettre en avant plutôt, je sais pas, des résistants, qu'il y a eu des résistants dans les environs, mettre en avant des résistants en disant, bien sûr, 40-44, il y avait Maréchal Pétain, mais il y a eu aussi un tel, qui sont morts pour la France, etc. Donc ça, pour moi, je pense que cette façon d'oublier, elle est aussi due à une tendance sociale, politique forte sur le secteur. Et après, il y a un deuxième aspect qui m'a aussi marqué dans ce que vous avez dit, c'est que de 1945 à 1990, c'est dans les années 90, on a recommencé au plan national de reparler de cette période. Et donc là, il y a eu 45 ans, sans qu'on évoque le pétinisme et le vichisme. On peut comprendre que les gens, les habitants de Vichy, la trouvent un peu mauvaise en disant ils pouvaient bien nous laisser finir notre vie tranquillement sans parler de tout ça. Parce que c'est peut-être ça qui est visé en fin de compte, c'est-à-dire qu'il y ait au moins les derniers survivants de cette époque soient disparus avant de tourner pour la pouvoir page. en parler. Ouais. Alors, bon, à nouveau, beaucoup de choses. Vous m'excuserez si je ne réponds pas à tout. Hein. Je prends des notes, mais je ne sais pas si je me souviens. Voilà, en tout cas, si je vais pouvoir répondre à toutes vos questions ou propositions. Oui, certainement, je suis d'accord avec vous, la manière de traiter, et ça rejoint les échanges et ce que j'ai pu dire aussi la semaine dernière, la manière de traiter la question mémorielle du point de vue du collectif, en tout cas sur ces thématiques-là, est très en lien avec les enjeux politiques et idéologiques, forcément. Enfin, je veux dire, voilà. Et effectivement, si j'insistais sur la particularité de la ville de Vichy depuis effectivement 1945, du point de vue politique notamment, c'est certainement parce que j'y vois une volonté, alors ça ne veut pas dire que ce soit la volonté politique partout, mais en tout cas dans cette ville-là, ça fait partie d'une volonté politique, mais qui est assumée, hein, de ne pas en parler. Et vous trouverez des retours, des interviews, etc. de Malhuret, qui notamment, il n'est pas là depuis 1945, mais les derniers, je veux dire, les travaux qui ont pu être faits là-dessus, les échanges avec lui, etc., mais depuis la fin de la Seconde Guerre, c'est ça. C'est le discours tenu dans la ville. Donc, voilà, effectivement, ça a un effet tout à fait particulier, mais qui est lié, comme vous le dites, à une tendance sociale et politique forte. Lié aussi, c'est vrai que j'ai pas voulu, parce que c'était pas l'objectif de ma thèse, j'ai pas voulu rencontrer les gens qui sont aussi à Vichy parce que ça leur plaît d'être à Vichy pour ces raisons-là. Et on sait qu'il y en a. Hein, voilà. Quand j'évoque le fait que Robert Forisson, donc pourfendeur des thèses négationnistes,
s'est installé à Vichy depuis donc maintenant une vingtaine d'années. Il y a aussi un certain nombre d'associations dans la même, le même genre hein, que Robert Faurisson, en tout cas du même type, laisse à penser que malheureusement Vichy attire aussi un certain nombre de personnes pour ce qui s'y est passé. Alors il y a aussi un certain nombre de rumeurs dont j'avais cru comprendre qu'il y avait une partie de véracité. Il y en a toujours, mais ça vous le verrez la prochaine fois sur les rumeurs avec Amélie Demour. Il y a toujours un fond qui est là dans la salle hein, d'ailleurs, donc qui se préparera pour la prochaine fois, mais qui avait aussi envie de vous voir ce soir. Il y a ce que j'ai pu entendre, je ne l'ai pas vérifié de mes yeux vus, mais que l'appartement du maréchal Pétain appartient encore à l'ADMP, qui est l'association des amis du maréchal Pétain, et qui du coup est un appartement en l'état, hein, qui est conservé donc à l'intérieur de l'hôtel du Parc. Voilà, donc c'est un aspect particulier de la ville, mais au demeurant qui bouge quand même, enfin qui fait un certain nombre de choses, dont on peut imaginer qu'un jour, probablement, elle pourra, ou elle envisagera, peut-être que c'est lié, comme vous le dites aussi, aux derniers survivants d'une époque, mais on est tenté de penser, enfin en tous les cas pour travailler sur ces thématiques-là, que c'est quand même bien de les entendre, les derniers survivants de l'époque, et que du coup, du point de vue de témoignages, maintenant on fait beaucoup hein, avec les archives ou autres, on travaille beaucoup sur les témoignages oraux, les gens qui laissent des traces de leurs souvenirs, qui laissent des objets, ça se fait beaucoup dans beaucoup de villes, enfin, au contraire on est presque envahi un peu par tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu fascinant de voir ce frein qu'il y a, enfin c'est fascinant, c'est même pas le bon terme, c'est un choix politique, mais dont on se dit que peut-être il y aurait des choses à faire ou à construire avec eux. La distinction entre les gens QC, Bellerive, etc., j'ai pas spécifiquement travaillé là-dessus parce que par exemple les plus jeunes, enfin ils étaient au lycée de QC en vivant pour beaucoup à Vichy, donc du coup j'ai pas fait attention, j'ai pas pris en compte en tous les cas cette variable qui est assez faible du point de vue environnemental, quoi. Voilà, et pour revenir donc effectivement à ce que vous évoquiez, effectivement jusqu'aux années 90, ça a été le calme plat à Vichy. C'est vraiment là, c'est très flagrant, hein. Les années 90 ont été le moment où ils se sont retrouvés sous les lumières, si on peut dire. Et à ce propos-là, il y a un très bon ouvrage qui est aussi, que vous avez aussi dans les propositions donc que j'avais évoqué, parce que c'est vrai que j'ai travaillé aussi pas mal là-dessus il y a quelques années. C'est un ouvrage qui s'appelle Le syndrome de Vichy, qui est un ouvrage qui est écrit par un historien fort connu, qui est à l'origine aussi de l'Institut d'histoire du temps présent, et qui s'appelle Henri Rousseau, et qui a écrit un très bon ouvrage d'histoire sur la manière dont la société française, j'allais dire, a été malade de ce passé-là, hein, d'où l'utilisation du syndrome de Vichy. Mais il montre parfaitement comment la France est passée par différentes phases, où effectivement, dans les années 50, c'était le résistentialisme, dans les années 70, on avait une phase d'espèce de ce qu'il a appelé le refoulement, hein. Il a utilisé des termes psychanalytiques pour qualifier ces phases. Et effectivement, la phase à partir de 1990, il la date comme la phase obsessionnelle de la France de Vichy, c'est-à-dire vraiment avec une ampleur qui a été donnée, qui s'est calmée, hein, là depuis beaucoup. On est passé à d'autres temps de l'histoire qui sont plus ressassés. C'est fini, hein, depuis, je dirais, 7-8 ans peut-être, une dizaine d'années. Mais qui a été la période obsessionnelle où vraiment on entendait parler de ça tout le temps, quoi. Regardez, il y avait des livres, je sais pas quoi, les parfums sous Vichy, le machin sous Vichy, tout s'intéressait à ça dans tous les sens, avec un trop-plein, du coup, qui permettait pas forcément toujours de bien traiter les choses, quoi. Oui ? Une question sur éventuellement les enrichissements personnels qui ont eu lieu à cette période, même si vous n'avez peut-être pas traité ça, ou des évaluations sur les... Vous parlez de la transmission des appartements, mais comment
Alors non, je ne me suis pas intéressée à ça. Après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des ouvrages aussi qui ont été faits par des historiens locaux. Il y a eu, voilà, il y a eu aussi des travaux qui ont été menés. Bon, je n'ai pas du tout parlé là, et c'était pas mon travail de thèse, mais sur aussi des juifs à Vichy. Enfin voilà, comment les choses se passaient. Enfin bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Enrichissement personnel, c'est ce qui a été dit aussi. Hein, mais je me souviens. C'est aussi je sais pas, hein, je sais pas, mais c'est ce qu'on reproche à Vichy. Je me souviens à la fin d'une visite avec la guide là, qui faisait des visites avec l'Office du tourisme. Vous savez, à la fin, quand on fait les visites, on discute un petit peu encore avec le guide, on s'attarde, etc. Et il y a quelqu'un qui était très véhément, et je pense que ça doit arriver souvent, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent un peu plein la figure par rapport à ce qu'ils représentent, et qui disait quand même, c'est incroyable, en plus cette ville, vous n'avez jamais été bombardé, vous avez été, enfin en leur reprochant que finalement, vraiment, ils s'en étaient bien sortis. Et je crois que ça va de pair aussi avec cette idée qu'il puisse y avoir eu un enrichissement. Ce que j'avais entendu, c'est que du coup, les gens qui travaillaient avec les ambassades, les consulats, ils avaient peut-être un peu plus de charbon en hiver, enfin des choses comme ça, oui, voilà, qu'ils pouvaient ramener des choses un peu chez eux. Voilà, mais j'ai jamais eu le sentiment, et je pense que je l'aurais évoqué si ça avait été le cas, mais en tous les cas, que les gens étaient plus mauvais là-bas. Je pense qu'ils étaient assez représentatifs de la France à ce moment-là, c'est-à-dire des gens qui s'en sont certainement sortis en collaborant, etc. Et puis d'autres voilà, enfin, ils sont pas plus spécifiques à Vichy qu'ailleurs. Je pense que la France a été pas très nette, qu'on soit à Vichy ou ailleurs. En tous les cas, il y a eu du résistentialisme, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont enrichis ou qui ont collaboré, etc. Je me posais justement la question de savoir si parmi les gens qui ont vécu cette période non vichysoise, bien sûr, hein, les autres Français, est-ce qu'ils n'auraient pas eu les mêmes réticences à parler de cette période-là? Est-ce qu'ils pour eux aussi, c'était pas un peu une tâche et qu'ils n'avaient pas trop envie? Parce que j'ai souvenir d'avoir vécu, j'ai été élevée par des grands-parents, j'ai vécu avec eux. Et il y avait deux choses dont j'arrivais pas à leur tirer les verres du nez, si vous voulez m'excuser ça. C'était la bataille de Verdun, en ce qui concerne mon grand-père, et c'était le régime de Vichy, en ce qui concerne les deux. Voilà. Je pense quand même que parmi les autres Français, ils n'avaient pas envie de parler. Oui, il y a de toute façon, c'est une période, enfin, je veux dire, pour la plupart d'entre nous, honteuse. C'est une période honteuse. Après, on n'est pas forcément porteur de cette histoire-là. J'aurais tendance à dire que, si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui a quand même un fardeau sur le dos bien lourd aussi, il y a eu un travail, alors c'est effectivement, il y a eu un travail complètement différent au sortir de la guerre, etc. Mais il n'y a pas eu la même manière de questionner cette histoire, de s'approprier cette histoire. On sait aussi que ça peut mettre du temps. Et donc, effectivement, on sait que parfois, alors, bon, c'était pour vos grands-parents, mais souvent, c'est plutôt des parents aux enfants qui a eu des difficultés à transmettre quelque chose. Et souvent, on observe que c'est davantage les grands-parents qui transmettent à leurs petits-enfants quelque chose. Souvent, on l'observe davantage, qu'il y a une plus grande... Alors, en fonction des histoires de famille, etc., qui ne sont pas forcément plus simples les unes que les autres. Mais effectivement, ça prend du temps. Après, ce qui était assez symptomatique, effectivement, à Vichy, c'est que c'était des choses qu'on peut trouver par ailleurs, mais que je retrouvais chez les plus jeunes. Et c'est ça qui m'a semblé être assez intéressant du point de vue de quelque chose qu'on ne dit pas, quoi. Parce que certainement, ça se dit pas, ça se disait pas avec les parents ni avec les grands-parents, et on porte une identité difficile, vraiment, du point de vue de ce qu'on représente. Et je vais prendre une dernière question parce que je pense qu'il faut qu'on s'arrête malheureusement. Pour atténuer un petit peu cette opprobre-là qui s'abat sur Vichy, est-ce que ces habitants ne peuvent pas légitimement dire que c'est quelque chose qui a été subi, non pas voulu?
Oui, bien sûr. Oui. Effectivement, et que le département de l'Ain, il ne faut pas oublier que le département de l'Ain a envoyé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale des cohortes entières, successives, de députés, de sénateurs communistes. Est-ce que ça fait partie justement de cette envie d'effacer cette opprobre qu'est la collaboration? Oui, je pense qu'il y a encore des choses à faire, que les choses peut-être bougeront, qu'elles ne sont peut-être pas prises. En tous les cas, il faut penser les choses différemment. Moi, je vous invite à regarder justement dans les villes dans lesquelles vous êtes, etc. Comment on présente l'histoire, qu'est-ce qu'on dit de l'histoire, parce que souvent ce sont des enjeux très importants du point de vue local, régional. C'est extrêmement intéressant de voir aussi comment les choses bougent, comment on ajoute des éléments, comment des périodes de l'histoire reviennent finalement. Bon, Vichy n'est pas un cas à part, mais c'était un cas intéressant en tous les cas à vous présenter, à vous transmettre ce soir. Voilà, je vous remercie infiniment. Bonne fin de soirée. Donc la prochaine présentation aura lieu avec Amélie Demour, qui sera là le 26 février prochain et qui vous parlera plus spécifiquement d'un aspect aussi qui est en lien avec la question de la mémoire collective, qui est donc la construction de la rumeur ou des rumeurs. Voilà.